Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 2 mai. Au sommaire aujourd'hui, en actu, on revient sur le rapport d'activité de l'Organisation régionale de la protection civile du district de Nyon. Quels ont été les temps forts de l'année 2022 et surtout décryptage et objectifs futurs. On va en parler avec vous, Joël Tobler. Vous êtes le commandant, à vos côtés Jean-Claude Baïs, vous êtes le commandant ad interim. Bonjour à vous, messieurs. Merci beaucoup d'être en notre compagnie. Ensuite, en culture, on va monter sur scène avec la troupe Le Carousel qui sera du 10 au 20 mai pour les dates du côté du domaine de l'Éperette des Uns pour nous présenter leur nouveau spectacle. Ça s'appelle Cancan et on en parle avec vous, Véronique Eros. Bonjour à vous, bienvenue sur ce plateau. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Qui sont partagés. Salut Andrea, eh bien regarde, je suis au quartier de la Levrate à Nyon. Tu vois derrière moi, eh bien voici le foyer d'accueil temporaire pour les migrants et les réfugiés ici à Nyon qui va être ouvert par l'EVAM à partir de la semaine prochaine. Il y a à peu près 90 personnes qui vont venir d'Ukraine et d'ailleurs pour vivre ici temporairement. Alors, je te propose qu'on visite le centre avec Frédéric Mélan qui est là. Venez seulement, Frédéric, avec moi. Voilà, bonjour. Bonjour. Alors, vous serez le responsable de ce centre ici à Nyon. Ça veut dire quoi concrètement, responsable du foyer ici? Je m'occupe de gérer tous les corps de métier qui sont afférents à la prise en charge des bénéficiaires logés dans cette structure. D'accord. Cette structure, elle va être là pendant combien de temps? Alors, elle est prévue 5 ans, mais ce sera selon les besoins. Donc, ouais. Mais le bail est signé pour 5 ans avec la commune. Voilà, on va revenir, Andrea, sur ce projet après avec le directeur de l'EVAM, Eric Durst, qui sera avec moi. Mais avant ça, Frédéric, ce qu'on a envie de savoir, c'est à quoi ça ressemble dedans, puisque les travaux sont terminés. Alors, Andrea, je vais juste changer ma caméra, si elle le veut bien. Voilà. Alors, Frédéric, je vous suis. Donc là, on va pénétrer à l'intérieur du bâtiment qui est construit sur 3 étages, hein, c'est ça? Alors, c'est à 3 niveaux, R+2, avec un bâtiment administratif qu'on visitera après. Ouais. Là, je vais vous montrer un étage typique, un des niveaux typiques qui correspond aux autres. Voilà. D'accord. Donc, je l'ai dit, c'est fait pour accueillir 90 personnes. 90 personnes. Hein, c'est ça? Alors, on commence ici. Voilà, ici, c'est très technique. Ça va s'allumer. C'est la buanderie, donc où les bénéficiaires peuvent venir laver et sécher leur linge. Voilà, donc avec des machines à laver et des sèche-linges. Et des séchages aussi. Voilà, c'est très technique. Ici, ce sera le stockage de l'intendance. Donc, on est en plein aménagement. Ouais. Vous voyez des frigos stockés. Les frigos sont individuels et sont dans chaque chambre. Les armoires, c'est pareil, dépendant du nombre de personnes. Il y a une armoire par personne. D'accord. Quel que soit l'âge ou la composition de la famille, c'est une armoire par personne. Voilà. D'accord. Et donc, après, il y a table et chaise aussi dans chaque chambre. Alors, justement, on va voir à quoi ça ressemble une chambre. Vous voyez typiquement une chambre de petite capacité pour 2 personnes, avec les lits qui sont stockés pour l'instant ici. Et c'est là où on aura un frigo, 2 lits, 2 armoires, une table et 2 chaises. Ah oui, c'est un peu petit, mine de rien, de se dire que dans une chambre, il y aura aussi le frigo, il y aura aussi l'armoire. Oui, alors c'est une petite table, mais on suit des normes spécifiques. On est sur combien de mètres carrés par chambre? Alors, ça dépend. Vous avez des chambres à 25 mètres carrés qui sont faites pour les familles, beaucoup plus. Oui. Et puis d'autres chambres qui sont plutôt pour peut-être des couples ou des personnes seules avec un enfant ou des choses comme ça. Donc ici, justement... Voilà, ici, c'est le modèle d'une grande chambre. Voilà. Donc ce bâtiment était à l'origine abouté à l'hôpital de Bâle. Oui. C'est pour ça que vous voyez des lavabos dans les chambres, parce que ça a été une récupération d'une structure existante. Oui. Côté un peu durable, et donc vous avez des équipements qui sont un peu spécifiques par chambre, donc c'est pas une chambre standard, mais normalement vous avez un point d'eau dans la chambre. Ouais. Mais les toilettes et sanitaires sont en extérieur. D'accord. En extérieur, en couloir. Oui, en couloir. Et bien justement, les sanitaires, les voici exactement. Voilà à quoi vont ressembler donc les sanitaires ici pour accueillir ces personnes avec des douches et puis des WC 2 toilettes de douche. Que voici. Alors effectivement, ce qu'on peut dire déjà, les premières impressions que je ressens ici, c'est vrai que de l'extérieur, on voit ces portes à cabine, on se dit mais comment est-ce qu'on va pouvoir vivre là-dedans, hein, je pense que vous partagez aussi cette avis. À l'intérieur, c'est quand même... Et une fois qu'on est à l'intérieur, effectivement... C'est très bien, c'est très propre en tout cas, et c'est tout neuf. Oui, effectivement. C'est du matériel déjà utilisé, donc oui. c'est une réutilisation, mais par contre... on a remis à neuf complètement les transformations. Il a fallu faire quelques transformations, en particulier pour la protection incendie, etc., parce que c'était pas la même utilisation initiale. Vous avez une chambre typique, là. Donc, vous avez les chauffages au plafond. C'est une grosse structure. C'est chauffage, ça varie que de 2 ou 3 degrés, mais on peut faire plus ou moins 3 degrés. D'accord. 2 ou 3 degrés là-dessus. C'est pas une climatisation en tant que telle, mais ça peut aider parce que dans des structures comme ça, mobiles,
Il peut faire très chaud, très froid selon la température qu'on a en extérieur. D'accord. On va peut-être aller voir justement... Voilà, on va aller ensemble, Frédéric, voir le bâtiment administratif. Oui, tout à fait. La particularité, c'est qu'il y aura justement une administration pour répondre aux besoins des familles de réfugiés. Dans chaque foyer, vous avez un responsable de foyer, donc on a personne pour ce foyer, un intendant, une équipe d'assistants sociaux, donc vous inquiétez pas, on est à bout touchant sur on est à bout touchant sur le chantier, mais j'ai juste trébuché sur un petit bout de métal. Donc vous avez les 3 corps de métiers principaux qui sont intendance, donc pour tout ce qui est fonctionnement logistique, buanderie, etc., portes, fenêtres, rideaux, etc., tout ce qui est technique. Vous avez une équipe d'assistants sociaux qui s'occupe de la prise en charge des bénéficiaires, donc du suivi social, de l'inscription des enfants à l'école, de la protection médicale que fournit les VAM par le canton de Vaud, etc., de la santé, et après les cours de français, tout ce qui est formation éventuelle, etc., le suivi en cas de recherche d'emploi, etc., en fait, des choses comme ça. D'accord. Alors, c'est pas les VAM qui recherchent les emplois, mais par contre, on explique quelles sont les conditions d'emploi en Suisse, etc. On guide plutôt que... Ouais, c'est des aides, en fait. C'est plutôt une guidance qu'une prise en charge complète. Il faut être... Voilà. Alors, on a la cuisine, là, je crois. Non, c'est la petite cuisine, mais ce sera l'espace collaborateur avec 2 toilettes, une toute petite cuisine pour les pauses, etc. Ah oui, la cuisine. Donc, la grande cuisine que vous avez ici, ce sera pour les bénéficiaires. Donc, on se retrouve avec... Elles ne sont pas installées, elles seront mises au dernier moment, mais c'est 5 batteries de cuisine ici, de cuisinières. Donc, tout ce qui est vaisselle, préparation, etc. Et après, les bénéficiaires ont une salle ici complète. Vous aurez les bonjour, messieurs. Le service intendance. D'accord, très bien. Qui peaufine les derniers détails d'installation. Donc, avec des micro-ondes à accès direct, et puis des tables, des chaises, et en fond, une espèce d'espace télévision. D'accord. Espace télé. Très bien. Alors, c'est vrai qu'il y a justement aussi, ils partagent, les personnes qui vont vivre ici vont partager les sanitaires, vont partager la cuisine, et puis les douches, justement. Vous calculez combien de sanitaires par personne, combien de personnes par sanitaire Normalement, il y a une norme qui est entre 10-15 personnes par batterie de sanitaire, c'est-à-dire douche-toilette. D'accord. Voilà. Et c'est une norme qu'on doit suivre, qui est faite par le canton de Vaud, on imagine. Voilà ce qu'on pouvait dire et puis ce qu'on pouvait voir, surtout dans ce centre d'accueil de réfugiés, donc ici, en plein milieu du quartier de la Levrate, direction sud. Alors, je vous remercie beaucoup, Frédéric Méland, de m'avoir fait découvrir ce centre, donc, qui sera opérationnel dès la semaine prochaine. Je vous invite les 3-4 bureaux qui sont là, qui sont les bureaux des assistants sociaux, etc., qui sont des pièces purement administratives. Et vous savez déjà combien de personnes vont arriver dès la semaine prochaine ou pas ? Alors, ça peut être gradué, ça dépend aussi s'il y a des arrivées massives le jour même ou quoi. On ne peut pas le savoir à l'avance, ça, c'est pas prévu. Mais normalement, on essaie de graduer pour pas remplir le foyer en une seule journée, ce qui peut créer des problèmes de panique ou d'explication. On l'a eu fait quand c'était nécessaire. Mais sinon, on essaie de graduer au fur et à mesure pour remplir au fur et à mesure et monter en volume, entre guillemets, au fur et à mesure. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour cette visite. Et puis, Andrea, je vais poser toutes les questions. Après avoir visité moi-même, je vais poser toutes mes questions au directeur de l'EVAM, donc, qui a construit ce centre ici à Nyon, juste après. Merci Alexandre, mais attends, ne pars pas parce que j'aimerais qu'on accueille nos invités suivants en ta compagnie parce qu'ils te connaissent très très bien. Jean-Claude Baïs, Joël Taubler, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Alexandre, est-ce que tu te souviens de cette petite expérience à l'ORPC? C'est quoi le mot? Si tu devais donner un mot de cette expérience-là, ça serait lequel? C'était sportif. L'ORPC, puisque j'avais dû, je crois, soulever des plaques de béton avec une pince. Donc, c'est en tout cas le souvenir que j'en garde. Et puis, un accueil très chaleureux de la part de l'équipe qui était très contente de, justement, me mettre au défi. Voilà. Bon, des mots qui vont résonner peut-être avec notre interview. Merci beaucoup Alexandre. Tout à l'heure, Alexandre a dit sportif. Alors, je ne sais pas quelle note on va lui donner en termes de sportif. Je vois, Jean-Claude, que vous faites une petite moue. Je suis plutôt de votre avis. Alexandre n'est pas très sportif, on va le dire. Mais il a dit que c'était un accueil très chaleureux. Et ça, c'est quelque chose chaleureux. Un mot qui est revenu lorsqu'on a préparé cette interview. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez au sein de la protection civile. On va en parler puisque vous avez présenté votre rapport d'activité 2022. C'était un moment important pour vous puisqu'il y a eu des périodes d'absence due au Covid et vous l'avez présenté notamment, je crois, à Founet mercredi dernier. Pourquoi c'était important pour vous de retrouver tout le monde et de pouvoir le présenter finalement en présentiel, ce rapport ?
Eh bien, je dois dire qu'après quelques années, enfin 3 ans, c'était nécessaire qu'on puisse se retrouver avec toute la partie politique, je dirais, du district, tous nos partenaires, que ce soit les Feux Bleus ou les autres, tous les partenaires qui nous ont aidés durant l'année. Et puis, on avait l'occasion, là, enfin, de pouvoir démontrer comment on vit à l'ORPC de Nyon et les activités qu'on a eues et comment on envisage également aussi le futur. Et donc là, on a présenté surtout ce qui s'est passé en 22, mais on a débordé un petit peu sur les objectifs 23 aussi. Ouais. Objectif 2023, ça on va parler avec vous, Joël Tobler, puisque vous êtes le nouveau commandant. On vous présente encore comme ça, puisque l'avenir, évidemment, est à venir. On va en parler d'ici quelques instants, mais Jean-Claude Baes, vous avez dit, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit, puisque ce rapport d'activité et surtout votre présence à vous en tant que commandant ad interim, alors on le précisa, vous êtes également membre du comité directeur, mais vous avez dû prendre les commandes durant un certain temps pour finalement apporter votre patte et surtout conjuguer en cette période de crise, on va le dire, une crise institutionnelle et médiatique. Aujourd'hui, quelles leçons vous tirez de cette année? Alors, une très bonne leçon déjà, à titre personnel, parce que j'étais pas du tout dans l'idée de devoir servir à ce niveau-là une association comme l'ORPC. Et donc, le malheur des uns font peut-être le bonheur des autres, mais je n'appelle pas ça forcément un grand bonheur. Mais j'ai eu la chance de pouvoir diriger l'ORPC, diriger des hommes, des professionnels de la milice. Et donc, oui, c'est vrai, de passer de membre d'un CODIR à commandant, c'est particulier. C'est une année un peu particulière où il a fallu apprendre beaucoup de choses en très peu de temps. Parce que même si j'ai un peu d'expérience de la vie de l'APC, c'est quelque chose de particulier. Déjà, il a fallu apprendre des directives qui changent assez souvent d'ailleurs. Et puis après, il y a toute une série de mots bizarres. Et donc, il a fallu s'y faire pour diriger. J'ai eu la chance d'avoir une équipe de professionnels, un état-major et de la milice, qui ont joué le jeu, et tous ensemble, on a fait un bloc pour essayer d'oublier les erreurs du passé, et donc on n'y revient pas trop sur les erreurs, on les oublie pas entièrement, parce qu'autrement, on pourrait les refaire. Et puis c'est vrai que pendant un certain temps, le rapport de la commission des comptes et l'audit a été un petit peu ma lecture de chevet, pour éviter de tomber dans ces travers. Oui, justement, comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, personnellement, cette période? Parce que finalement, vous avez aussi une responsabilité, c'était faire tourner la maison, rassurer ces hommes qui en avaient aussi besoin. Comment vous l'avez vécu de manière personnelle? Alors, déjà, avec un nombre d'heures incroyable, mais si on s'engage, et moi je suis de ceux qui s'engagent, ou on le fait à 100% ou on ne le fait pas. Donc effectivement, j'ai vu tout d'un coup mon emploi du temps multiplié, parce qu'il a fallu faire une 40aine d'heures par semaine donc, à la caserne, plus entre 12 et 15 heures dans ma commune, puisque je suis encore municipal dans une commune. Donc c'est vrai que les journées pour un retraité étaient assez longues, mais passionnantes. Et ça, justement, je crois que tant qu'on a cette passion-là, et tant qu'on a la possibilité de travailler avec ce niveau et avec une équipe comme j'avais avec moi, eh bien, je crois qu'on n'a ni bobo, ni fatigue, ni rien, et on peut y aller à fond. Ouais, Jean-Claude Baes, on dit de vous que vous êtes un courageux puisque vous êtes à présent le nouveau commandant. On l'a dit. Et puis si on revient par exemple lors du dernier conseil communal de Gland, le municipal Gérald Crépny disait que c'était l'occasion, ce rapport d'activité, de rassurer les autorités sur les missions confiées à la protection civile. Donc on voit, il y a un besoin aujourd'hui de sécurité qui est à retravailler. Mais justement, comment est-ce que vous allez faire pour finalement soigner ces bobos et vous assurer que ces soucis ne se reproduisent plus? Puisque c'est ce qu'on attend de vous quelque part aujourd'hui. Oui, alors d'abord, je tiens à souligner qu'il faut reconstruire l'équipe. On a un collaborateur qui a fait valoir son droit au départ à la retraite anticipée. Donc avec l'arrivée d'un nouveau commandant, il faut reconstruire l'équipe et effectivement la rassurer comme vous l'avez mentionné. Donc je suis un homme qui réunit les gens, qui fait appel à l'intelligence collective. Donc je réunis l'équipe pour fixer des objectifs et la vision qu'on va développer pour 2023. Le personnel a passablement souffert de ces années de crise, mais est très très fortement volontaire et souhaite tirer un trait sur le passé et construire l'avenir positivement. Donc il y a une
Il y a beaucoup de bonne volonté. Et c'est avec cette bonne volonté qu'on va aller de l'avant et qu'on va relever les défis futurs. Oui, reconstituer une équipe, ça passe aussi par finalement avoir de nouvelles recrues. Or, on voit dans ce rapport d'activité, il y a une petite diminution, notamment dans les effectifs. Comment est-ce qu'on l'explique et surtout, quelles conséquences est-ce que ça a aujourd'hui ? Alors, la diminution, c'était peut-être un mauvais calcul de la Confédération, parce qu'en 2018 a été votée une nouvelle loi sur la protection civile. Et puis, a été décidé de réduire le nombre de jours de service à la PC, le nombre d'années de service. Et donc, du coup, nous avons perdu passablement de monde qui ont été libérés en 2020, 2021 et maintenant 2022. Donc, maintenant, on se retrouve avec 577 astreints, alors que nous en avions plus de 900 il y a 3 ans. Donc, c'est vrai qu'il a fallu libérer, puisque ça s'appelle comme ça, il a fallu libérer beaucoup d'astreints à la fin de ces 3 dernières années. Et il n'y en a pas beaucoup de nouveaux qui sont venus parce qu'ils n'ont pas pu profiter d'une bonne formation pendant la pandémie. Donc on se trouve avec un déséquilibre. Eh bien, il faudra toujours faire beaucoup plus, beaucoup mieux, avec beaucoup moins de moyens. Et donc, on va peut-être fatiguer davantage nos hommes, mais on sera toujours au service de la population. Est-ce que c'est ce qui explique, et je vais vous titiller, qu'aujourd'hui vous cherchiez des femmes à venir rejoindre vos troupes? Est-ce que c'est parce que finalement il y a un manque qu'on accepterait des femmes? Je vais poser comme ça la question de manière provocante et c'est voulu. Alors, je ne sais pas, d'accord. J'ai ma réponse. Oui, je crois qu'on a à peu près les mêmes réponses, mais on va les formuler différemment. Il est vrai que nous avons besoin de monde, nous avons besoin de volontaires pour combler un petit peu ce déficit d'astreint. Et donc, dans les volontaires, il y a autant hommes que femmes. Je ne vois pas pourquoi les dames ne sont pas représentées en nombre à l'ORPC. Le travail qui se fait à l'ORPC peut se faire aussi bien par un homme que par une dame. Je ne vois pas pourquoi les dames devraient rester derrière leur fourneau et derrière leur tricot. Elles pourraient très bien venir nous retrouver. C'est une très vieille image, ça, on peut le dire. Donc c'est un appel du pied. Mesdames, mesdemoiselles, venez nous rejoindre. Messieurs les volontaires, venez. On a besoin de vous et vous aurez du travail intéressant à faire. Voilà, l'appel est lancé à la maison. Joël Tobler, vous voulez rajouter quelque chose? Allez-y. Oui, je complèterai volontiers cette vision avec ma vision à moi qui est essentiellement due, le manque de femmes dans la protection civile est essentiellement dû à l'obligation de servir, en fait, qui est liée aux hommes actuellement. Mais effectivement, on veut une image beaucoup plus positive et moderne de la protection civile, et le fait que des astreintes puissent rejoindre nos rangs serait vu d'un très bon œil. Oui, on parlait tout à l'heure du souci d'optimisation des coûts qui n'est finalement pas viable à vous entendre, mais quels sont les besoins de la PCI aujourd'hui? Aujourd'hui, la PCI a besoin d'une vision. Des réformes sont en cours dans le canton. Des décisions doivent être prises dans le courant de l'année, mais le débat politique doit avoir lieu dans l'hémicycle politique, je dirais. Mais nous, on a besoin d'une vision pour pouvoir formuler des objectifs. On a besoin de renouveler le matériel, que des investissements soient faits dans le renouvellement du matériel. Et on a besoin de trouver une réponse à cette diminution des effectifs pour se réorganiser. Mais ça veut dire quoi qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que le politique vous laisse un peu tomber de côté? Et puis du coup, forcément, je me retourne vers vous, Jean-Claude Baïs, puisque vous êtes municipal aussi d'une commune. Est-ce qu'effectivement, cette protection civile, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, est-ce que ce n'est pas vraiment la priorité des communes au niveau politique? Alors, ça devrait, mais ça ne l'est pas. Et donc c'est vrai que tout le monde devrait se pencher sur cette problématique, de dire chaque commune, à un moment donné, a besoin d'une protection, de la protection civile, a besoin d'aide. Donc il serait bien vu de la part de mes collègues politiciens à tous les niveaux que cette protection civile soit un petit peu mieux défendue au niveau politique. Ouais, si on devait donner la commune qui serait bonne élève et qui met en avant la protection civile, ça serait laquelle et peut-être celle qui serait la mauvaise? Vous allez me dire Marchicy puisque vous êtes à Marchicy pour la bonne? Je pensais que vous alliez dire la mauvaise. Non, j'espère qu'on est dans les bonnes communes. Alors, des mauvaises communes, non. Je ne dois pas dire... Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de mauvaises communes. Il y a des communes qui ont les moyens d'aider, et puis il y a des communes qui, ma foi, font avec leurs moyens. Mais je crois que la décision et la problématique, elles ne se trouvent pas tellement au niveau des communes. En ce moment, je crois que c'est plutôt le Grand Conseil qui doit essayer de trouver une solution
pour aider toutes les ORPC du canton, pas seulement celle de Nyon. Donc à l'échelon cantonal, Jean-Claude Beich, Joël Tobler, merci beaucoup d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Et puis on prend rendez-vous, c'est moi qui viendrai activer la pince la prochaine fois. Voilà. Oui, on vous arrive volontiers. On vous attend. Le défi est lancé. Le rendez-vous est pris, le défi est accepté. Alexandre, on retourne à toi donc pour cette visite du foyer d'accueil temporaire des migrants à Nyon. Oui, et donc pour te situer, Andrea, le quartier de la Levrade, je rappelle, hein, on est ici, on est au cœur de Nyon avec ces bâtiments couleur chocolat assez iconique, quartier populaire et de mixité culturelle aussi. Et alors, regarde, le bâtiment de l'EVAM pour l'accueil des migrants, il est juste ici. Et donc, je suis en votre compagnie, Éric Durst, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur donc, de l'EVAM, établissement vaudois d'accueil des migrants, donc, qui a construit ce centre d'accueil temporaire qui ouvre dans une semaine. Alors, je vais revenir sur la visite intérieure que j'ai faite, mais Éric Durst, j'aimerais revenir un petit peu sur le projet. C'est vrai que je dois avouer, quand on voit, et je pense que les critiques, vous les avez entendues, quand on voit cet établissement depuis l'extérieur, c'est vrai qu'on se dit, bon, c'est pas très joli quand même, et surtout, est-ce qu'il n'y avait pas mieux pour accueillir ces réfugiés, ces migrants qui vont venir d'Ukraine et d'ailleurs? Je pense que vous avez visité l'intérieur et puis vous voyez que les standards, en fait, sont tout à fait comparables à peut-être d'autres foyers de l'EVAM que vous connaissez. On est dans un mode d'hébergement collectif, donc ça implique un certain nombre de contraintes pour les personnes qui vont y habiter, notamment le fait d'avoir des sanitaires, des cuisines collectives, mais bien sûr des chambres ensuite séparées par famille ou par un petit groupe de personnes. Donc ça, ce sont les contraintes de ce mode d'hébergement. Or, dans la situation que nous vivons depuis maintenant plus d'une année, avec notamment le déclenchement de la guerre en Ukraine, il y a une urgence. Nous sommes obligés de répondre aux besoins d'hébergement par des lieux d'hébergement collectif, entre autres. C'est un des moyens. Et donc, il y avait urgence ici de effectivement pouvoir construire. Je suis très content que ce projet ait pu maintenant bientôt arriver à son terme et donc que l'exploitation puisse commencer la semaine prochaine. Donc avoir, voilà, donc ces portes à cabine. Alors effectivement, quand on voit de l'intérieur, on se dit, finalement, c'est pas si mal et même c'est mieux que rien. Et on pense que d'accueillir ces personnes-là, on se dit effectivement, c'est mieux que de ne rien avoir. Par contre, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité de trouver un bâtiment à Nyon, sur le territoire nyonnais, justement, déjà construit, déjà hors de sol, plutôt que de construire ces portes à cabine. Est-ce qu'on ne pouvait pas trouver meilleur endroit, meilleur bâtiment? Alors bon, un bâtiment existant n'est pas forcément une meilleure option, mais c'est une option que nous poursuivons aussi. Et nous avons réalisé toute une série de nouveaux lieux d'hébergement collectif à travers le canton de Vaud au cours de cette année. Il y a plus de 25 foyers supplémentaires qui ont déjà ouvert. Ça, c'est la première construction. Le projet de construction, il met un peu plus de temps parce qu'il y a une mise à l'enquête, il y a l'octroi du permis de construire, et puis ensuite, il y a les travaux, et même avec le préfabriqué, ça va vite, mais ça prend quand même quelques mois. Oui. Donc, les bâtiments existants, oui, nous les utilisons. Parfois, ça implique aussi des travaux importants parce que ça dépend tout du bâtiment que vous trouvez. Et des refus de la population aussi. Alors, quand on veut construire un bâtiment à durée indéterminée. Ça peut bien sûr jouer un rôle. Pour nous, c'est important toujours d'aller à la rencontre de la population. Il y a d'ailleurs eu ici à Nyon une séance publique qui était assez suivie aussi, qu'on a organisé de concert avec la municipalité. Et ça permet aussi de répondre à pas mal d'inquiétudes et puis de prendre note aussi des questionnements que notamment les gens du quartier se posaient. Et je pense que les discussions qu'il y a eu par la suite, justement, à la suite de cette séance, ils ont aussi permis d'avancer en fait dans cette bonne cohabitation qu'il y aura ici dans le quartier de la Levrade. Oui, donc effectivement, on rappelle, c'est vrai que c'est une manière de répondre justement à cette urgence liée notamment à la guerre en Ukraine, mais pas que, de construire rapidement ce bâtiment. Maintenant justement qu'il va ouvrir la semaine prochaine, est-ce qu'il y a déjà une demande? Est-ce qu'on sait déjà les personnes qui vont arriver ici dès la semaine prochaine? Non, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore parce que des personnes, ils arrivent tous les jours à l'EVAM. On les héberge temporairement, très temporairement, pour quelques jours dans une première structure d'accueil qui aujourd'hui se trouve à Bussigny, qui est beaucoup plus spartiate que celui-ci. Et puis ensuite, ils sont répartis à travers les différents lieux du canton en fonction des places disponibles. Donc, bien sûr, à partir de l'ouverture du foyer ici,
il y aura petit à petit des personnes qui vont être dirigées ici sur Nyon. On ne sait pas encore qui. Et puis ça peut varier effectivement au fur et à mesure des mois. Il y aura des personnes seules, il y aura peut-être des femmes seules avec des enfants. Oui. Il y aura peut-être des personnes âgées, de toutes nationalités confondues, de l'Ukraine ou d'autres pays du monde. Ça, on ne sait pas aujourd'hui. Ouais. C'est au fur et à mesure que ça va se Et alors, on sait que ce bâtiment, il est temporaire, il est pour une durée environ de 5 ans. Hein, c'est ce que nous disait Frédéric Mélan tout à l'heure. Mais les personnes qui arrivent ici, les réfugiés, les migrants qui vont arriver dans ce centre, ils vont rester combien de temps ici? Et puis, quelle est la possibilité qu'ils s'intègrent ensuite à la ville, au pays, au canton, et de s'installer définitivement après à Nyon, par exemple? Alors déjà, dans un premier temps, il y a déjà des efforts de l'accompagnement qui est fait pendant qu'ils sont ici en centre collectif, qui visent aussi leur possibilité d'intégration. Par exemple, on va assez rapidement, pas les premières semaines, mais assez rapidement après leur arrivée, commencer à leur proposer des cours de français pour qu'ils puissent apprendre le français. Et puis, on va regarder aussi avec ces personnes de quel peut être leur projet de vie. Certaines personnes qui vont venir, ils auront peut-être le projet de retourner chez eux. Et là, je pense notamment à des personnes qui fuient l'Ukraine aujourd'hui. Donc, on constate déjà que certains Ukrainiens qui sont arrivés l'année dernière, aujourd'hui, ils retournent en Ukraine. Et d'autres vont vouloir s'installer ici. D'autres, ils ne voient pas tellement cette option-là, cette perspective-là. Ils n'ont pas la possibilité. C'est aussi en fonction de l'origine, enfin, du pays d'origine, de l'évolution de la situation de ce pays. Et donc, ils vont rester plus longtemps. Et puis, au bout d'un certain nombre de mois, en fonction des possibilités d'hébergement que nous trouvons, l'idée, c'est qu'ensuite, ils aillent habiter dans un appartement. Il y a dans la région ici de la côte beaucoup de familles d'accueil aussi, que j'aimerais d'ailleurs remercier pour la solidarité et la générosité dont certaines font preuve depuis de nombreux mois maintenant, et qui accueillent des personnes chez elles. Et ça, c'est aussi un moyen, bien sûr, aux personnes migrantes de se rapprocher plus rapidement de la population locale. Et il y a aussi, effectivement, ce quartier. Et ce quartier de la Levrade, justement, je poursuis ce que vous dites, c'est qu'il n'a pas été choisi par hasard non plus. Il a été choisi aussi pour sa forte mixité sociale, cohésion sociale, qui habite aussi ce quartier. Alors, cette question-là, il faudra la poser à la municipalité, parce que la municipalité nous a proposé ce terrain-là, qui appartient à la commune. Et donc, c'est pour cette raison-là que nous sommes là. Ce n'est pas l'EVAM qui a choisi le terrain, ce n'est pas notre terrain, c'est la municipalité qui la met à disposition. Maintenant, ce qui est très positif ici, c'est effectivement d'être proche du centre-ville. Il faut rappeler que les personnes, en principe, ils ne sont pas motorisées. Donc, il y a une question de pouvoir se déplacer. Comme ça, ils ont tous les commerces, supermarchés à côté. Avoir accès au transport en commun. Et puis ici, de ce point de vue-là, c'est vraiment une très belle opportunité. Et je terminerai en disant que, il y a encore des travaux qui vont être faits à l'extérieur, notamment une place de jeu. Vous m'avez dit hors micro avant, une table de ping-pong et puis place aussi de pique-nique. Voilà donc ce qu'on peut dire. Pas certain pour la table de ping-pong. Ah, d'accord. Je n'ai pas engagé là-dessus. Mais place de jeu, oui. Voilà. Et puis lieu de pique-nique qui sera ouvert aussi bien aux résidents de ce nouveau foyer qu'à tous les habitants du quartier de la Levrade. Ce sera aussi un point de rencontre, voilà. Et je me réjouis de cela. Et donc, on ne prend pas de risque sur la table de ping-pong, on verra bien dans quelques semaines. Eric Durst, directeur de l'EVAM, merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview. Et donc, on rappelle, Andrea, donc, que ce centre, on va pouvoir accueillir des réfugiés à partir de la semaine prochaine. Voilà. Mais on peut peut-être lancer un appel à nos téléspectateurs. Si quelqu'un nous trouve une table de ping-pong, ce sera notre partie. On peut peut-être la transmettre. Voilà. Merci Alexandre et Eric Durst pour cette visite. On va passer à notre page culture avec nos invités suivants. Et Rose Véronique, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous représentez la troupe de théâtre amateur Le Carrousel. Vous serez sur scène avec votre nouveau spectacle. Ça s'appelle Les Cancans. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Les Cancans, il paraît que c'est un nouveau défi puisqu'on va le dire, c'est une pièce et surtout un texte du répertoire classique de 1751 de l'auteur Carlo Goldoni. Qui vous a lancé ce défi, Véronique ? Christine Eby, notre metteuse en scène, elle nous a fait ce beau cadeau. On est ravis de toucher à ce répertoire. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on a fait du contemporain, de la comédie contemporaine, et puis aujourd'hui, c'est du Goldoni.
un magnifique défi à relever dans le jeu, dans le texte, dans tout, au fait. Ouais, permettez-moi de ressentir un petit peu d'ironie quand même. C'était pas si facile, c'est ça, Eros? C'était pas si facile. C'est pas si facile de jouer quelque chose qui s'inspire de la commedia dell'arte. C'est très expressif. Et c'est vrai qu'au début, on a un peu galéré, on cherchait nos repères, mais je crois que maintenant, on est bien rodé et on commence à maîtriser le sujet. Ouais, qui dit commedia dell'arte dit forcément des personnages iconiques, des personnages clés aussi, des figures. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu? Qu'est-ce que vous incarnez? Donnez-nous envie. Alors, Beppo, le fil de l'histoire, c'est Les Cancans, donc le titre de la pièce. Et Les Cancans, c'est une fiancée, Keka, et Beppo, son fiancé. Et il y a un mariage de prévu, mais au fait, tout va être un peu bouleversé par un ragot qui est lancé. Plusieurs ragots. Plusieurs ragots, voilà. Et donc, ça sera le fil conducteur de la pièce. Mais effectivement, il y a les personnages qui sont hauts en couleur. On va retrouver Arlequin, Pantalone et tous ces personnages de la commedia dell'arte. Mais ce n'est pas forcément ça qui est mis vraiment en avant dans la pièce. Est-ce que du coup, ces personnages-là, vous les avez travaillés de manière dite classique aussi? Ou est-ce que vous avez apporté votre touche à vous et la touche du carrousel? Alors moi, je pense qu'il y a toujours une touche du carrousel dans tout ce qu'ils font. Même quand on va jouer du classique, on retrouve la touche du carrousel, on retrouve la surprise du carrousel. C'est vrai qu'on joue avec des personnages classiques, mais il me semble que ce n'est pas totalement ce que Goldoni voulait mettre en avant. Donc on joue aussi avec des illustrissimes, on joue avec des servants, on joue avec tout ça. Et on l'a mis à notre sauce tout en restant dans les règles, dans le cadre du classique, plus ou moins. Et donc, ouais, voilà. Oui, alors ça ne sera pas un jeu masqué. Non. La commedia dell'arte, c'est beaucoup d'improvisation de base. C'est des jeux masqués et tout. Goldoni a enlevé les masques et c'est des personnages justement qui ont des caractères forts dans les mimiques du visage, dans le corps, dans la gestuelle. C'est très précis, c'est très dynamique. Et puis c'est surtout aussi d'apprivoiser un texte soutenu, quoi. Et ça, c'est... Soutenu. Avec un rythme. Avec un rythme, voilà, exactement. Ouais. Alors, on a parlé de la mise en scène, du côté plus théâtral, mais j'aimerais parler un petit peu de vous et terminer par ça. Véronique, je vais commencer avec vous, puisqu'on a l'habitude de vous voir dans la troupe. C'est quelque chose, presque une troupe familiale. Eros, je crois que vous êtes nouveau. Oui. Ouais, voilà, on va y revenir. Mais Véronique, qu'est-ce qui vous plaît tant chez vous et d'être finalement à la maison et avec les copains et la famille, mais quoi d'autre? C'est d'avoir un projet. Déjà, d'une année à l'autre, de retrouver tous les comédiens qu'on est habituellement. C'est vrai qu'on est une grande famille et qu'on prend soin de cette famille. On adore aller jouer dans cette grange qui est particulière et puis c'est vraiment la touche du carrousel aujourd'hui. On se départage des autres troupes dans le sens qu'ils vont aller jouer dans une salle ou dans un environnement qui est connu. Et voilà quoi, mais c'est... Et Ross, comment est-ce que vous êtes tombé dans la marmite? Est-ce que c'est justement en venant justement dans cette grange que vous y êtes tombé ou c'est du bouche à oreille? Comment ça s'est fait cette rencontre? Alors moi, je suis tombé dans la marmite très très jeune, donc il y a 2009, donc je pense il y a 15 ans, il y a 13 ans, tant pour moi. Moi, je les suis depuis que je suis tout petit, ma mère était dans la troupe. Et c'est vrai que quand on est en coulisses, qui est maman, Muriel Moscato, elle sera dans la troupe cette année, elle rejoint, mais je ne sais pas s'il faut tout raconter tout de suite. Si, on dit tout chez nous. Mais donc je suis tombé très tôt et c'est vrai que ça m'a un peu inspiré sur mon parcours théâtral ensuite. J'ai commencé le théâtre et quand Laurent, cette année, le président de la troupe, m'a appelé pour les rejoindre, j'ai sauté sur l'occasion pour rejoindre cette grande famille qui m'a inspiré. Effectivement. Eros mettait son nez dans les costumes à nos tout débuts et plusieurs fois il a fait la technique avec Karine Moura, fondatrice aussi de cette troupe. Et au fait, il nous a toujours suivis, Eros, il est toujours là. Ouais. Et puis c'est vrai. Et puis on retrouve toutes ces petites mains partout. C'est ce qui est très chouette chez vous, c'est que finalement des costumes, de la musique, de la mise en scène, tout est fait par vous. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. On était ravis de vous avoir. Et à la maison, donc le rendez-vous est pris. Vous avez toutes les informations, notamment sur l'affiche, mais rendez-vous du 10 au 20 mai au domaine Les Perrettes des Uns. Voilà qui dit bonne suite de programme. À demain.